Ok, bonjour à toutes et à tous. Je suis Antoine Lespine de l'entreprise Pas du Lac que Com a présenté. Très brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise familiale spécialisée dans l'irrigation et des projets d'irrigation clés en main. Et historiquement, nous sommes basés en Afrique, où la gestion de l'eau est un enjeu, on va dire, crucial et quotidien. Et donc, on met aujourd'hui en œuvre tout ce savoir-faire acquis en Afrique, avec une brique métier supplémentaire, le contrôle à distance et la gestion de l'eau. Tout d'abord, merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Merci au Co-Farming. Ça n'a pas été facile d'organiser cet événement, mais on est là. Merci au campus de Carpentras pour l'accueil, et puis à vous toutes et tous d'être avec nous. Donc aujourd'hui, le thème, c'est cultiver l'eau et l'avenir entre gestion de l'eau et diversification. Donc l'idée, c'est de montrer un peu la pluralité des approches pour faire face aux défis hydriques que nous connaissons, techniques, agronomiques et territoriaux. Et c'est explorer un peu ensemble les pistes de réflexion pour construire une agriculture un peu plus résiliente et en accord avec ce qu'on vit. Donc le format est un peu hybride, et la majorité des intervenants sont assis, mais il y aura quelques personnes qui vont parler dans la scène. On a Marc Raymond avec nous de chez Arteris, directeur innovation. Nous avons Olivier Lamotte, directeur du développement durable au sein de Milpa. Mélissa Smith, chef de produit agrivoltaïsme. Patricia Curti, responsable du développement commercial de chez Timac Agro. Louis Estève de chez Netafim, spécialiste fertirrigation. Et Matteo Bertotto, je ne sais pas si tu es arrivé. Il ne semblerait pas. Donc on va commencer avec vous, Marc, pour commencer un peu, si vous pouvez nous expliquer comment est structurée l'eau, la distribution de l'eau dans notre région, et quelles sont les réalités de terrain que vivent les agriculteurs aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Marc Raymond, directeur innovation pour Arteris. Arteris est une coopérative agricole dont le siège est basé à Castelnaudary et qui rayonne, qui fédère 15 000 adhérents sur la partie Occitanie et Sud-PACA, donc des portes de Gascogne, on va dire, jusqu'au contrefort des Alpes, et qui travaille trois pôles principaux: le pôle agricole, le pôle transformation et un pôle distribution grand public. Bon, j'arrête là parce que voilà. Si vous avez des questions après sur Arteris, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous. Oui, alors c'est un sujet vaste, ça a déjà été dit. En PACA, il y a... la région PACA est une région évidemment à la géographie très contrastée, avec une partie, un réservoir d'eau, ça a été dit tout à l'heure, un château d'eau qui est constitué par les Alpes, et une partie plus basse, donc géographique, plus littorale, avec un climat méditerranéen au sens strict, qui impose donc des caprices climatiques. Alors on ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau, mais comme ça a été dit d'ailleurs, l'eau elle y est, mais elle est très mal répartie, et elle tombe de façon parfois très démesurée, et parfois les robinets sont fermés, il n'y a plus d'eau. Donc l'homme est quand même doué de plein d'adaptations et de plein de ressources ingénieuses, puisque depuis de très nombreux, je veux dire, plus de décennies, mais ça peut être même depuis des siècles en fait, il essaie de maintenir et de domestiquer cette eau pour arriver à produire, à faire son agriculture, à boire, à faire ses activités diverses et variées, domestiques, industrielles, touristiques et autres. Et donc depuis des décennies, l'eau, elle a été, on essaie un peu de la domestiquer et de la contrôler de la meilleure façon. Donc effectivement, cette eau, elle est captée, alors elle a été bien domestiquée grâce à des ouvrages importants, puisque dans les Alpes, on a eu des ouvrages qui ont permis beaucoup de choses, qui ont élaboré l'activité château d'eau, en fait, puisque, par exemple, les ouvrages comme le barrage de Serponçon, le barrage de Sainte-Croix, sont quand même des réservoirs extraordinaires qui alimentent les cours d'eau. Et donc, deux principaux, c'est le Verdon et la Durance qui se jettent et qui arrivent après dans les zones plus basses, ici. Et
ensuite, les hommes se sont connectés sur ces rivières par des réseaux, des canaux d'irrigation, et que ce soit des canaux aériens ou des zones de captage sous pression, comme ça a été dit. En fait, il y a des exemples très intéressants, parce que, par exemple, sur la Crau, il y a 400 ans déjà qu'il y a eu un réseau qui a été construit, c'est le canal hydraulique, le réseau hydraulique gravitaire, qui irrigue la Crau, donc qui permet de déverser de l'eau par gravitaire, donc qui inonde les prairies, mais en même temps qui recharge la nappe phréatique et qui permet donc en été d'avoir de l'eau sur une zone qui était quasiment désertique et sèche. Ouais. Et un autre exemple, c'est la Camargue, où grâce à un réseau de canaux et de roubines, on arrive à pomper de l'eau du Rhône, à irriguer une zone qui était une zone aussi désertique, puisque très salée à l'origine, du sel, avec des remontées de sel. Donc cette eau, elle permet en inondant, ça nous permet d'avoir des activités agricoles et de maintenir le sel très bas, et donc de développer la biodiversité, puisque les plantes peuvent pousser et les animaux peuvent se développer grâce à ça. Donc c'est toute une structuration, un système, et donc tout ça est géré après par des ASA, des syndicats mixtes type ASA, ça a été dit, ou des ASCO ou autres, dont les agriculteurs se sont fédérés en association pour gérer ces ouvrages et maintenir ces ouvrages en bon état. Donc encore un collectif. L'agriculture est un tissu de collectif. Hein. La coopérative est un collectif, il y en a d'autres. Voilà. Effectivement, il y a aussi pas mal de compétitions. Le collectif implique du coup une gestion entre différents utilisateurs, et du coup ça implique aussi des pénuries, des compétitions d'usage. Ça peut aussi potentiellement impliquer une pression sur la réglementaire et le coût élevé. Quel est un peu ton avis sur... Aujourd'hui, effectivement, sur le terrain, les agriculteurs, là aussi, ça en introduction, ça avait été dit tout à l'heure par les exposés. Les pénuries, oui, la pénurie d'eau, il faut la gérer, puisqu'elle peut être aggravée aujourd'hui par un changement quand même du climat. Même si on est dans une région qui était habituée à des excès de climat dans un sens ou dans un autre, aujourd'hui ces excès de climat, ils s'amplifient. Et donc ça entraîne parfois même les réservoirs les plus jolis et les plus gros, parfois sont peut-être pas assez pleins. Et donc du coup, ça implique une gestion de la pénurie, donc il faut faire des choix, des arbitrages, donc il faut gérer les quantités au plus juste, à la fois pour les villes, à la fois pour l'agriculture, à la fois pour le tourisme, pour les industries, donc il faut faire un arbitrage. Donc ensuite, effectivement, il y a aussi les coûts, hein. Donc tout ça fait ces ouvrages, cette maintenance ces captages, ça demande de l'énergie, ça a été dit aussi tout à l'heure, il y a des ouvrages qui ont été réaménagés, donc ça demande des investissements, et donc ça a un coût. Donc ça entraîne pour les agriculteurs un coût élevé, un coût plus élevé. Et ensuite, effectivement, il y a aussi après toute la réglementation qu'il faut prendre en compte, avec des nouvelles règles environnementales qui limitent en fait les prélèvements des ressources. Parce que en fait, c'est une ressource, comme ça a été dit, qu'il faut maintenir en bon état et dans les meilleures conditions possibles. Donc tout ça, ça fait des handicaps, ça crée des handicaps pour l'irrigation et pour le développement de l'agriculture. Donc on a peut-être quelques idées, après je crois qu'on va en parler, pour essayer d'atténuer tous ces nombreux freins et ces nouveaux obstacles, quoi. Voilà. Oui, effectivement, on a la gestion de l'eau au cœur de tout écosystème, de tout être vivant, d'un territoire et aussi de ferme. Et par rapport à ça, on a Louis Estève de chez Netafim. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les principaux systèmes utilisés aujourd'hui, leur efficience, leur évolution et un peu comment fonctionne, maintenant qu'on a vu un peu l'échelle territoriale au niveau d'une ferme? Ça marche. Donc bonjour à toutes et à tous. D'abord, je vais présenter Netafim vite fait. C'est une société qui produit du matériel d'irrigation, spécialisé plutôt de l'irrigation de précision, goutte à goutte, micro-aspersion et tout ce qui compose. Et moi, je travaille au sein du service de développement. Le but, c'est d'apporter notre savoir-faire mondial aux agriculteurs français en adaptant nos solutions aux contraintes locales. Donc, par rapport à la question sur l'état des lieux un peu des matériels d'irrigation, aujourd'hui, il y a 3 grandes familles de systèmes d'irrigation. Il y a l'aspersion, la grosse aspersion mobile, c'est les enrouleurs là, qui crachent de l'eau un peu partout, et les pivots. Ça représente 70% des surfaces irriguées en France.
C'est surtout les grandes cultures, maïs, colza, betterave, mais aussi tout ce qui est légumes industriels, carottes, oignons et autres. Après, sur 25% des surfaces, on va dire, ça va être la micro-irrigation, le goutte à goutte et l'aspersion localisée, fixe. Ça, c'est lié aux cultures pérennes, l'arboriculture, la vigne et aussi le maraîchage un peu avec les légumes ratatouille, on appelle, la tomate industrielle, courgettes, aubergines, melons aussi, fraises. Tout ce qui a très forte valeur ajoutée. Et après, comme c'était dit avant, il y a une petite partie encore qui est en gravitaire, 5%, c'est sur des zones un peu historiques. Voilà, ça c'est l'état des lieux. Après, on parlait un peu des efficiences. Sur la grosse aspersion, on va tourner entre 60 et 80% d'efficience. C'est-à-dire, pour 1 litre d'eau amenée, la plante va en utiliser 0,6 litres sur des enrouleurs un peu mal réglés et autres. Sur la micro-irrigation localisée, on monte en goutte à goutte. On arrive dans des conditions vraiment parfaites, jusqu'à 95-99% d'efficience. Après, on tourne généralement entre 80 et 90%. Et après, le gravitaire, on tourne difficilement au-dessus de 50%. Bon, après, il y a d'autres avantages externes, comme la recharge des nappes et autres. Mais voilà, la plante va profiter que de 50% de l'eau qu'on lui apporte. Après, par rapport à l'efficience, est-ce que tu peux nous dire, on parle beaucoup d'économie d'eau, je pense que c'est un aspect, l'efficience de l'eau, peut-être que préciser un peu plus pour les gens présents dans la salle, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot d'efficience de l'eau? Alors, ça va être par rapport à la quantité d'eau qu'on va apporter au champ, combien va être utilisé par la plante. En anglais, on utilise Water Use Efficiency, c'est WUE en abrégé. C'est combien de tonnes on va produire par mètre cube d'eau apporté. Ça, c'est quand on regarde de l'irrigation, il ne faut pas regarder la valeur absolue d'eau qu'on amène. Sur la vigne, on considère qu'avec 100 mm, 1 mm, c'est 1 litre par mètre carré, 100 mm, ça fait 1000 mètres cubes par hectare. C'est suffisant pour gérer une vigne, mais une vigne, on produit 8 tonnes c'est très faible. Le but de la vigne, c'est pas produire du volume, c'est plutôt de la qualité. Donc, ce qu'il faut regarder en irrigation, c'est pas forcément la quantité d'eau qu'on amène par hectare, mais le ratio quantité par rapport à ce qu'on produit, quoi. Et c'est là où on parle d'efficience de l'eau. Voilà, et après la grosse aspersion, il y a beaucoup de pertes, on amène beaucoup d'eau en peu de temps, le sol il n'a pas forcément le temps de l'absorber, il y a des pertes par ruissellement, ça peut couler, ça peut rentrer en profondeur et la plante n'a plus accès. Il y a aussi un gros impact à cause du vent, c'est censé être précis, mais dès qu'il y a du vent, c'est mal réparti, il y a des zones qui en ont beaucoup plus que d'autres. Tandis que l'irrigation localisée, on apporte vraiment l'eau au niveau de la racine et il n'y a pas de perte à cause du vent. On amène des petites quantités plus fréquemment. C'est ce que disait par rapport au CRIAM, des petites doses plus fréquentes plutôt que des grosses doses. Un biberonnage des plantes. Exactement. Ce qu'on essaye de faire. Après, derrière, il y a des contraintes. C'est plus précis, ça demande plus d'investissement, ça demande un meilleur pilotage, un plus d'entretien. Donc, il faut adapter, accompagner, c'est ça. Oui, c'est vrai que du coup, en comparaison avec un système gravitaire qui peut être juste une ouverture de vanne ou de martelière, du coup, ça a tendance à avoir, la précision amène du coup un besoin en compétences et du coup une présence de vos partenaires sur le terrain. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est payé. Mais non, mais c'est clair, l'agriculteur tout seul ne peut pas y aller. Alors déjà, après, il y a des évolutions par rapport aux contraintes, hein. On voit dans les répartitions des matériels d'irrigation, aujourd'hui, on essaye d'être de plus en... Il y a des producteurs de pommes de terre, d'oignons qui passent au goutte à goutte, de la carotte avec Artéris, parce qu'il y a des contraintes sur la ressource en eau, on essaye d'être plus efficient. Donc il y a les contraintes externes et après, en interne, on essaye de pousser avec un meilleur accompagnement pour optimiser encore plus l'investissement et le rendre plus économiquement viable. Oui. Et via vos systèmes aussi de pilotage, voilà. C'est un ensemble. C'est pas juste acheter du goutte à goutte qui permet d'être plus efficace. Il faut un accompagnement, il faut un pilotage, c'est un tout. Parce que justement, par rapport à un peu toute cette, on va dire, sphère des outils, des solutions, il y a aussi un peu un besoin de la part des agriculteurs d'avoir des outils d'aide à la décision. On en parle beaucoup aujourd'hui. Marc,
qu'est-ce que concrètement cela peut changer pour les agriculteurs. Et il y a un peu une problématique de comment rendre ces OAD utiles et utilisables. Oui, donc effectivement, les OAD, pour moi, dans ce contexte en fait, de meilleure gestion, c'est primordial. D'abord, bon, il y a quelques idées qui me viennent. D'abord, ils permettent une meilleure efficacité dans l'utilisation de l'eau. C'est la bonne quantité au bon moment. Des optimisations donc importantes et qui évitent les gaspillages et réduisent les coûts, hein, parce que on a vu les pompages, c'est un coût, les abonnements. Ensuite, ils permettent une adaptation au changement climatique, car grâce aux prévisions météo précises qu'ils comportent et aux conseils adaptés, l'agriculteur peut anticiper donc les sécheresses au mieux. Et donc, du coup, jouer sur ces rotations, sur ces assolements, sur les cultures qu'il peut faire ou pas faire. Donc, il peut gérer donc, sa ressource au mieux et optimiser en fait sa production. Chez Arteris, en grande culture, par exemple, on utilise un OAD qui s'appelle Iridis, qui est d'Arvalis et qu'on avait participé à développer à l'époque. Bon, ça permet, c'est tout simple, mais je trouve qu'en grande culture, c'est intéressant puisque ça permet de démarrer au bon moment. Quand on a semé une culture, donc d'attendre, peut-être de ne pas démarrer tout de suite ou voilà, de démarrer au moment. Et surtout aussi, après, quand on a une pluie, de dire quand est-ce qu'on reprend l'irrigation. Voilà, trop tôt ou trop tard, c'est pas bon. Donc au bon moment, c'est intéressant. Et en viticulture, on a un système alors qui est plus complexe parce ce qui a été dit, c'est un système qui s'appelle l'itinéraire hydrique dynamique. On appelle ça IHD, qui associe en fait à chaque parcelle une trajectoire hydro-minérale optimale pour chaque millésime en fait en viticulture. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Donc effectivement ça permet, il faut comme ça a été dit, les OAD ils doivent être accompagnés. Il faut faire des profils, il faut vérifier que le système racinaire se développe bien, qu'il n'y ait pas de bouchage, qu'il n'y ait pas de et autres. Donc ça nécessite quand même un accompagnement, une présence sur le terrain. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et voilà. Cette présence qui permet, parce que c'est vrai que je pense que pour revenir un peu à Louis, je pense qu'il y a une complexité aussi par le goutte à goutte parce qu'on ne voit pas forcément s'il est enterré, mais on ne voit pas forcément l'eau dans les tuyaux ou l'eau passer. Et du coup, ça rejoint l'idée d'amener un accompagnement, d'aider les agriculteurs à faire ça. Et du coup aussi former les personnes qui vont l'utiliser avec des OAD et des outils simples. C'est ça. Donc on va passer dans la salle, cette fois avec Com. Par rapport à ces outils, à ces OAD, on a aussi besoin de savoir ce qui se passe un peu sur le terrain. Pour toi, Com, un peu pourquoi il est essentiel un peu de placer des capteurs tout au long du système d'irrigation et quel va être son rôle par la suite pour centraliser les données dans justement la prise de décision pour les OAD. Alors, c'est vraiment intéressant de suivre un peu le trajet que prend l'eau et les différentes manières de la manager. Ce qui est important avec les OAD, c'est d'avoir déjà une sûreté de l'information. Donc pour avoir une sûreté de l'information, c'est un gros mot pour dire que ma pompe, elle tourne bien au bon moment, comment je la mesure, mon eau va bien dans les tuyaux jusqu'au goutte à goutte et comment je la mesure. Et en fait, à chaque étape, d'avoir des capteurs qui sont capables de nous dire oui, ça fonctionne bien. C'est important aussi depuis la source en eau jusqu'à son application, d'avoir tout au long de la chaîne des capteurs pour pouvoir tous les mettre en relation ensuite sur un seul endroit et pour avoir une vision globale de ce qui se passe depuis d'où on aimerait que l'eau vienne jusqu'à là où on aimerait l'amener. Et l'objectif des OAD, c'est vraiment de proposer aux groupements et aux agriculteurs
un outil qui puisse leur permettre d'avoir une vision globale de comment ils gèrent leur eau et après les accompagner aussi dans cette optimisation pour gagner en efficience, comme on disait tout à l'heure, en passant sur un différent type d'irrigation, mais avoir aussi de la remontée de données de sondes d'humidité pour déclencher l'irrigation au bon moment, et ça, le faire à distance. Ça permet un gain d'efficience, un gain de temps, et le fait d'avoir cette sûreté des capteurs et du système et de son bon fonctionnement, ça permet aux agriculteurs d'être plus tranquilles et de pouvoir s'en occuper de manière plus détachée et avoir voilà, une meilleure efficacité dans sa gestion. Du coup, on parle d'efficience de l'eau, d'OAD, de capteurs. Mais qu'est-ce qui se passe si y a des fuites d'eau? Parce que là, du coup, l'efficience de l'eau prend un coup. Des colmatages, des fils. Qu'est-ce qui se passe sur la réalité de terrain que connaissent les agriculteurs? Et quel est du coup l'intérêt d'avoir des OAD dans ce genre de situation? Alors du coup, l'intérêt là, effectivement, d'avoir ce tableau de bord, c'est qu'en fait, s'il y a un problème, on est capable de sourcer le problème et de se dire, en fait, j'ai pas d'eau, mais pourquoi? Et au lieu d'aller tout de suite sur le terrain en essayant de remonter toute la chaîne de maillons de problèmes possibles, et on va directement avoir un point de vue sur, est-ce que c'est mon filtre qui s'est bouché et je le sais, ou est-ce que c'est ma pompe qui a pas démarré parce qu'il y a une coupure d'électricité, ou alors ça peut être un canal qui a été coupé, qui est en période de chômage, et là, j'ai pas de niveau d'eau dans mon canal. Donc en fait, ces maillons, ils nous permettent non seulement d'aller dans la logique d'efficience, mais aussi de pouvoir se dire comment moi je peux avoir une action et comment ces informations automatiquement peuvent me remonter. Si on dit moi, ma pompe, elle est fragile et je veux que quand il n'y a plus d'électricité, elle tourne jamais. On se met une alerte sur ces OAD pour se dire, je veux pas que ça se déclenche quand il n'y a plus d'électricité. Merci Com. Donc effectivement, c'est réduire un peu le stress parce que l'eau, c'est un peu au cœur de tous les enjeux. Et l'eau permet le passage de plein d'éléments, de nutriments et surtout la croissance des plantes. Pour revenir à toi, Louis, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ce transport d'éléments par l'eau et un peu plus du coup de fertirrigation? Oui, c'est ce qu'on va appeler du coup la fertirrigation. La fertirigation, c'est l'ajout d'éléments nutritifs dans l'eau d'irrigation. On va se servir d'un réseau d'irrigation pour distribuer au niveau des zones racinaires de la plante les éléments nutritifs. Mais pas uniquement, aujourd'hui on ne travaille pas uniquement sur la fertirigation, mais on ajoute des biostimulants, des luttes contre les nématodes, même on injecte maintenant des nématodes pour lutter contre les taupins. On se sert des réseaux d'irrigation pour distribuer d'autres éléments que de l'eau. C'est intéressant parce que ça coûte pas très cher. Le plus gros investissement aujourd'hui, c'est le système d'irrigation. Rajouter un petit matériel qui permet d'ajouter les nutriments, comparé au coût global du projet, c'est pas grand-chose. Et c'est intéressant parce qu'on vient optimiser l'alimentation minérale des plantes, parce qu'on vient apporter le bon engrais au bon endroit, au bon moment, et derrière, on a atteint des meilleurs rendements. Et par rapport à l'efficience de l'eau, ça permet avec la même quantité d'eau de produire plus par hectare, donc on revient au même, on augmente l'efficience. L'eau, de toute façon, elle sera utilisée pour irriguer, pour apporter l'eau par rapport aux besoins en eau de la plante. Donc la fertirigation ne va pas ajouter un besoin en eau supplémentaire. Donc ça va juste améliorer les rendements et ça va juste améliorer l'efficience de l'eau qu'on a derrière. Après, ça a l'air magique comme ça, mais ça demande quand même, encore une fois, de l'accompagnement. C'est un changement de pratique. Aujourd'hui, un agriculteur, il épand 3-4 fois de l'engrais par an et puis c'est terminé. Là, c'est une gestion plus fine. Il faut solubiliser les engrais, les mettre sous forme liquide. Il y a toute une gestion derrière un peu complexe, comprendre quand il y a des besoins, pas des besoins, quel engrais utiliser. Donc, voilà. Est-ce que justement, tu peux peut-être expliquer un peu plus sur les personnes dans la salle qui sont peut-être pas aussi connaisseurs de la fertirigation, tout cet aspect de solubilisation, d'engrais, dans de l'eau, comment ça fonctionne, qu'est-ce que aussi ça peut impliquer dans le système,
Et voilà, un peu, voilà. Voilà, c'est technique un peu. Un peu plus technique, mais voilà. Non, mais voilà, comprendre comprendre que la contrainte de la fertirrigation, c'est on va utiliser des gros volumes d'engrais à injecter dans le réseau de distribution. Il faut adapter. L'irrigation, elle n'est pas constante tout au long de l'année. Il y a des apports moins importants en automne, plus importants en été. Donc les temps d'irrigation ne sont pas les mêmes. Il faut calculer quelle quantité d'engrais on va injecter par rapport à nos temps d'irrigation. Derrière, il faut faire, par rapport aux contraintes, il faut faire attention sur la qualité de l'engrais pour pas qu'il peut minéraliser, boucher les goutteurs ou les asperceurs. Bon, aujourd'hui, ça se fait aussi sur la grosse aspersion, sur pivot, pas mal, la fertirrigation. Mais bon, c'est assez maîtrisé, ça, encore une fois. C'est une technologie, bon, nous en France, par défaut, on est un peu en retard par rapport à nos voisins espagnols. Aujourd'hui, ils font que de la fertirigation, ils sont pas plus intelligents, mais pas plus bêtes que nous. Moi, je suis d'origine espagnole, donc voilà. Et ils y sont arrivés par contrainte parce qu'ils ont des contraintes sur le climat, il fallait économiser de l'eau, derrière ils avaient leur super système d'irrigation, ben, on va utiliser les fertilisants, ils y sont arrivés. Derrière, c'est une adaptation qu'il faut accompagner et par les fabricants d'engrais aussi. On ne va pas mettre les mêmes engrais qu'on épand et ceux qu'on solubilise. Il y a des notions de degré de solubilité. Donc il faut, en France, on n'a pas forcément accès aux meilleurs engrais pour la fertirigation, ça arrive. Et attention là, hein, quand même, hein. S'il te plaît Louis. Je fais exprès pour un peu ouvrir le débat et lancer. Et par rapport, tu as vite fait parler un peu de l'Espagne et du coup de son avancée sur la fertirigation. J'imagine que du coup Netafim rayonne sur le monde. Est-ce que tu peux peut-être nous parler aussi un peu de l'état un peu de l'arbre dans le monde? Aujourd'hui, on a des exemples en Californie sur de l'amande où ils travaillent quasiment hors sol sur des amandiers. Il y a 100% de la fertilisation, c'est par fertirigation. Ils contrôlent le C et le pH, l'électroconductivité, c'est le taux d'engrais qu'on met dedans, mais surtout le pH. Puis il faut travailler avec des pH un peu acides pour améliorer l'absorption des nutriments. Donc ils injectent de l'acide carbonique, en plus ils captent du CO2 dedans. Donc, dedans et dans leur réseau, ouais, c'est un beau. Et après ils arrivent à des rendements, à des efficiences. Après ils sont hyper dépendants de facteurs externes, d'apport d'engrais et autres. Hein. Ça peut être débattu par rapport à d'autres approches. Mais en termes d'efficience de l'eau, d'engrais, d'énergie, par rapport au tonnage qu'ils font, et aujourd'hui, voilà, ils travaillent en hors sol sur de l'arboriculture, quoi. Par rapport à... Merci Louis. Par rapport à un peu de ces engrais, qui apparemment, il y a quand même des entreprises qui font des engrais qui sont bien. Patricia, tu peux nous en dire quoi sur ces biostimulants et un peu quelle pourrait être la solution face au stress hydrique? Oui. Alors bonjour, je vais juste compléter ce qu'a dit... Il faudrait peut-être juste rapprocher un tout petit peu le micro. Pardon, oui. Aujourd'hui, au niveau fertirigation en France, hein, les engrais qui sont utilisés, que ce soit des engrais solubles, matières premières, complets ou liquides, sont quand même techniques. Hein, ils sont faits avec des matières premières qui passent spécifiquement dans le goutte à goutte. Alors je ne dis pas qu'il peut y avoir en temps de pénurie d'engrais, hein, quand les prix ont monté énormément il y a 2 ans, effectivement, on a eu tendance à faire rentrer des produits pas très bonne qualité, parce qu'effectivement les prix étaient tellement montés pour les producteurs. Mais globalement, quand même, aujourd'hui, en fertirigation, les engrais techniques, hein, je pense que vous pouvez confirmer aussi, hein, Marc, hein, voilà, ils sont quand même très techniques. Par contre, comme ils sont techniques, il y a besoin effectivement de technicité aussi pour les employés. Patricia, juste, est-ce que vous pouvez rapprocher votre... C'est vrai, je ne sais pas coller le micro. Ah, le menton, d'accord, ok. Donc super, oui, par rapport à l'efficience, donc pour améliorer l'efficience de l'eau et en même temps l'efficience de l'engrais, la première chose qu'on va travailler dans notre société, c'est bien sûr, et avec les producteurs, c'est avant tout la racine. C'est par la racine, en fait, majoritairement, bien sûr, que l'eau passe et également la nutrition. Donc en stimulant en fait la racine ou les radicelles en fait, on va pouvoir donc augmenter la surface d'échange avec le sol. La plante elle va pouvoir émettre des radicelles qui vont aller chercher ou optimiser la ressource hydrique du sol. Également la nutrition, hein, quand vous allez apporter de l'engrais par de la fertirigation, dans le bulbe il y a de la nutriment. Donc en augmentant ces radicelles, la plante va être capable de capter ces nutriments, mais également surtout de se préparer en fait au stress hydrique qu'elle peut subir dans l'année.
Donc au niveau de différentes solutions, on peut travailler différentes solutions. On peut travailler déjà l'apport au sol avec de l'organique, les amendements organiques. L'humus est capable de capter 20 fois son volume en eau. Et dans notre société, c'est vrai qu'on va toujours avoir tendance à travailler la racine. Donc on va additiver cette matière organique avec des biostimulants racinaires pour, encore une fois, augmenter la surface d'échange et gagner en performance au niveau de la prise en eau et de la nutrition. Ensuite, il y a effectivement, alors vous le connaissez tous, c'est les biostimulants racinaires qui peuvent se passer effectivement soit en arrosage et effectivement, bien sûr, en fertirrigation. Le but, c'est encore une fois, c'est d'apporter les biostimulants le plus proche de la radicelle pour augmenter, je vais parler plus fort, pour augmenter ces radicelles et capter effectivement l'eau et encore une fois les nutriments. Et enfin, il y a la possibilité, et ça c'est la troisième voie, c'est pas la voie naturelle de la plante, le but c'est bien la racine avant tout, c'est bien sûr la voie foliaire. Donc aujourd'hui, depuis plus de 30 ans maintenant, je pense que vous voyez de plus en plus apparaître sur le marché des biostimulants. Il y a effectivement les biostimulants également foliaires qui sont étudiés maintenant depuis plusieurs années. Donc dans ces biostimulants, on a pléthore de produits, dont le premier, je pense que vous en avez entendu parler, les composés à base de glycine-bétaïne, mais il y en a d'autres maintenant de plus en plus performants qui sortent de plus en plus à base de silicium. Donc on va augmenter en fait le nombre de molécules dans les biostimulants pour aider la plante au niveau de son stress hydrique qu'elle va subir à des stades clés ou à des périodes clés. Malheureusement, on a vu en 2019 la grosse canicule qui s'est abattue dans notre région. Les plantes, à un moment donné, avec 44 degrés, elles arrêtent de transpirer. Et donc, de ce fait-là, voilà, elles ont des stress qui, malheureusement, peuvent nuire au calibre, quand vous cherchez à avoir du calibre sur les fruits, mais également au niveau de la plante. Elle peut très bien, en vigne, on voit les stress qu'a subi la vigne. Elle avait plus de feuilles, en fait, elle s'est défoliée par manque, et par rapport au vent et la chaleur, et en plus le manque d'eau. On a perdu, effectivement, les producteurs ont perdu du potentiel. Oui. Et en lien avec tout ça, je vais peut-être passer la main à Olivier. Qui est du coup spécialiste dans l'hydrologie régénérative. Donc ça vient un peu compléter tout ce panel. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, ce que tu fais du coup au sein de Milpa et aussi la piste d'avenir que promeut l'hydrologie régénérative? Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous et à tous. Donc, Milpa, c'est un gestionnaire d'exploitation agricole. Donc, on gère 4000 hectares sous garantie de revenus et on est spécialisé donc en agriculture bio-régénératrice. Donc, on accompagne nos clients sur la transformation de pratiques, mais aussi sur les aspects administratifs, bancaires, etc. Et donc, aujourd'hui, je vais plus parler effectivement de l'hydrologie régénérative sur des projets que j'ai pu faire par le passé et que je continue à faire aujourd'hui. Donc, l'hydrologie régénérative, c'est juste la science de l'eau. Donc, c'est peut-être en amont de ce qui est dit aujourd'hui. Donc, avant peut-être les solutions d'irrigation, avant d'apporter justement peut-être des engrais ou des rétenteurs d'eau. En fait, l'hydrologie régénérative, je vous invite vraiment à regarder ce que c'est. C'est juste repenser les cycles de l'eau pour faire des aménagements qui vont viser à ralentir l'eau et à ce qu'elle s'infiltre mieux. Donc si vous avez un espace agricole, même s'il n'est pas forcément très en pente, vous pouvez suivre ce qu'on appelle des courbes de niveau. Donc ceux qui font de la randonnée ici, qui connaissent un peu les cartes, il y a des courbes de niveau qui existent et donc l'eau suit ces courbes-là. Et donc, dans l'hydrologie régénérative, j'ai pu travailler avec Alain Mallard, avec l'équipe de Permalab. Et c'est sur des missions en Espagne dont on a parlé, à Murcia ou même en Argentine, dans des milieux désertiques où il pleut très très peu. En Argentine, dans la vallée Calchaquíes où j'étais, il pleut 200 mm par an et il pleut 2 fois 100 mm. Donc ils irriguent évidemment sur des sols sableux, on a 8000 m3 par hectare sur la vigne. Et donc dans le cadre d'une plantation, on s'est demandé mais comment on pouvait, avant d'irriguer, retenir le peu d'eau qui tombe. Donc c'est exactement ce qu'ont déjà pensé nos amis vignerons donc, en Côte-du-Rhône, ou même ceux dans la vallée du Douro, avec toutes les terrasses qui peuvent être faites. Mais on peut aller au-delà. Et donc sur des projets qu'on a pu faire avec Alain dans le Gard, au domaine Sainte-Colombe de Clarens, on a vraiment repensé, avant l'implantation,
tous les cycles de l'eau pour voir comment on pouvait justement la ralentir, comment on pouvait l'infiltrer. Donc ça passe par faire des nous, faire des fascines, faire évidemment quelques terrasses, mais c'est aussi faire des mares pour que lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'eau, lorsqu'elle va tomber, elle va évidemment s'infiltrer et rester, mais lorsqu'il y en a trop, on va aussi mieux la répartir. Donc c'est aussi ça qui fait que, avant de se poser les questions d'agriculture, de fertilité du sol, il y a des milieux où on doit se poser la question comment récolter l'eau. Et c'est pour ça que c'était intéressant, voilà, de l'aborder aujourd'hui. Un peu de cultiver du coup l'eau et de la... Enfin, c'est un terme qui est de plus en plus utilisé, de cultiver l'eau. Et c'est une piste de réflexion qui, je vous amène à approfondir. Effectivement, on comprend un peu que l'eau, c'est pas si simple que ça. Quand on est chez soi, on ouvre son robinet, c'est assez facile, mais on se rend compte que finalement, c'est bien plus complexe que ça. Pour en revenir un peu juste avant, donc du coup, on est repassé à une échelle macro, mais pour revenir sur la fertilité, Patricia, effectivement, donc en période de stress, comment on pourrait piloter l'eau quand elle vient à manquer par rapport à la salinité, aux apports foliaires? Alors la première chose, on parle de nutrition. Les nutritions, si on parle d'engrais, les engrais ce sont des fertilisants et donc on parle de salinité. Donc les sels, en fait, ça on parle globalement, après ça fond avec l'eau bien sûr, mais donc il y a de la salinité. Donc avant tout, par rapport à cette gestion de la nutrition, il va être important quand vous êtes sur... on parle du réseau de fertirrigation, par exemple. On peut très bien avoir du stress hydrique à un moment donné, manque d'eau. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur Perpignan. Malgré le fait qu'il y a des réseaux d'irrigation, on a quand même des stress hydriques redondants chaque année. Et donc, il va faire attention, enfin, en tout cas, le producteur, quand on les rencontre, il va faire attention à la matière ou les produits qu'il va positionner dans son goutte à goutte. Éviter effectivement d'augmenter la salinité, l'engrais apportant déjà de la salinité, on va faire attention à la salinité en prenant des engrais effectivement ou des fertilisants qui ne contiennent pas des matières ou la forme de la potasse, voilà, ou de l'azote même, qui peut effectivement augmenter la salinité au niveau du bulbe. Ça, c'est la première chose. Et il y a effectivement aussi des sols qui naturellement sont salins. La mer aujourd'hui rentre de plus en plus dans les terres et cette salinité remonte aussi au niveau de la vigne. On a aujourd'hui des grosses zones dans le Gard et dans le 34 qui sont malheureusement ces zones soumises à la salinité. Donc il va falloir travailler différemment la nutrition. Alors par rapport à des amendements organiques, encore une fois, ou des engrais organiques, en choisissant toujours la bonne forme d'engrais pour ne pas augmenter cette salinité. Et on va effectivement aussi améliorer ou apporter, encore une fois, à des stades bien déterminés, des apports foliaires pour aider la plante avec des molécules anti-stress. Tout à l'heure, j'ai parlé de la glycémétaïne, de la silice, mais il y a également aussi la possibilité avec des biostimulants de faire par la plante ses propres composés anti-stress, parce que la plante est capable de produire ses propres composés anti-stress. Et c'est tout l'usage en fait des biostimulants par voie foliaire. Pour aider dans la lutte. Toujours aider la plante. Gestion de l'eau. On a des exemples concrets aujourd'hui en vigne où il n'y a pas d'eau. Dans le Gard, par exemple, il y a des secteurs où il n'y a pas d'eau aujourd'hui. Et il y a moyen aujourd'hui avec des biostimulants foliaires d'aider la vigne à passer ses caps, parce que la vigne est quand même résiliente. Elle a un système racinaire profond. Mais il y a des cépages comme la Syrah, malheureusement, qui est plus soumise au stress hydrique que d'autres cépages. Et donc, on part de biostimulants foliaires. On va aider la vigne à tenir, en fait, et à fabriquer ses propres substances anti-stress pour passer le cap. Oui, c'est vraiment très vaste. Désolée. Effectivement, ouais, c'est un peu une adjonction de plein de solutions. Mélissa, qui est présente ici pour nous parler d'agrivoltaïsme. Merci Patricia. On parle beaucoup d'agrivoltaïsme, il y a un peu un nexus énergie-eau, je pense même dans la population, où on doit faire des énergies renouvelables, on doit mieux gérer l'eau. Quel serait le lien possible qu'on verrait avec l'agrivoltaïsme et du coup la gestion de ce stress hydrique ? Donc bonjour à toutes et à tous, je me présente rapidement, je vais présenter rapidement Fidji aussi. Donc moi je suis Mélissa, je suis ingénieure en agronomie, je travaille au sein du pôle innovation, recherche et développement chez Fidji. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Fidji, on est une entreprise qui est leader en France sur le marché du repowering. Donc le repowering, c'est la rénovation et l'optimisation de centrales solaires vieillissantes. On est très proche du monde agricole parce que pratiquement la majorité de nos clients sont tous des agriculteurs qui produisent
de l'énergie solaire, énergie renouvelable. Et donc, naturellement, il y a eu un intérêt grandissant ces dernières années sur l'agrivoltaïsme. Donc, avec notre équipe de recherche et développement, on a récemment créé un nouveau module d'agri-PV pour justement destiner entièrement sur la production agricole et pour la production d'énergie solaire et la production agricole pour protéger les cultures. Donc, pour répondre à ta question, Antoine, en quoi l'agri-PV peut justement permettre de diminuer ce stress hydrique? Donc on va avoir différentes solutions, notamment la diminution de l'évapotranspiration. Donc le fait que les panneaux protègent justement les cultures, ça va avoir une exposition moins importante directe du soleil. Donc forcément, on va pouvoir avoir un sol beaucoup plus frais. On va avoir aussi une protection pour tous les aléas climatiques, donc que ce soit les pluies battantes, on en parlait tout à l'heure, mais aussi les fortes chaleurs, et puis un petit peu plus à l'extrême de la grêle ou bien des gels tardifs. Et on va aussi avoir une humidité beaucoup plus stable. Donc au niveau du confort de travail pour un agriculteur, ça va être beaucoup plus simple d'irriguer toute sa surface, plutôt que partiellement avec d'autres panneaux qui existent. Et puis voilà, déjà c'est 3 grandes choses. Je pense que c'est important aussi de rappeler que l'irrigation, en France et surtout dans notre région, c'est moins le cas compte tenu des réseaux hydriques qui ont été représentés auparavant, où on a souvent des réseaux pressurisés. Mais majoritairement dans le monde, l'irrigation se fait par des pompes, par des forages. Et donc, un forage, une pompe a besoin d'énergie. Et cette énergie-là, généralement, les pompes, c'est pas des petites pompes de maison, mais elles consomment de l'énergie. Et cette énergie-là, on a besoin de la produire. Donc il y a aussi un lien aussi assez évident entre le pompage solaire peut-être et l'autonomie énergétique sur l'irrigation. En effet, c'est vrai que les panneaux agri-PV qu'on a, ils permettent aussi en fait de capter la lumière. On a des luminophores qui sont directement intégrés dans le verre qu'on utilise. Et ça va augmenter aussi la photosynthèse en faisant passer justement les bons rayons lumineux vers les cultures. Mais aussi, on va y avoir un système d'autoconsommation. Donc, c'est-à-dire que si vous produisez de l'énergie grâce à vos panneaux solaires, forcément, vous allez avoir une autonomie. L'exploitant va pouvoir être beaucoup plus autonome et aussi réduire ses charges d'électricité au sein de sa production. En plus de ça, c'est vrai que le fait que, comme on a vu, l'eau est une ressource très précieuse. Donc le fait de pouvoir irriguer, de pouvoir, avec ce système d'autoconsommation, de le lier avec les systèmes de pilotage ou système d'irrigation, que ce soit pompage solaire ou bien du goutte à goutte, on va pouvoir aussi en fait irriguer facilement. Pas à coût zéro, mais on peut arriver après plusieurs années d'être vraiment à zéro. Super, merci beaucoup. Pour clôturer un peu cette table ronde, il y a plein de sujets annexes et je vous invite juste après à poser des questions. Mais pour finir, Olivier, est-ce que tu peux peut-être nous partager un peu un exemple concret d'impact positif ou pas, mais d'ailleurs sur l'hydrologie régénérative, peut-être un projet que vous avez mené ou que tu as mené. Ouais, il y en a plusieurs, comme je disais. Celui dans le Gard, il est assez significatif où c'est un domaine qui a été donc acheté par Clarins de 115 hectares. Dans lequel, donc c'était un domaine touristique à la base, dans lequel ils voulaient cultiver plus d'une 50aine de plantes différentes. Donc on a dû trouver dans ce domaine qui est en fait encaissé entre Générac et vers ce coin-là, on a dû trouver justement tous les îlots disponibles de terres cultivables. Et dans cette réflexion-là, on voyait qu'il y avait énormément d'érosion, énormément de ravines, et qu'il y avait donc énormément d'eau qui était perdue parce qu'on est au bout d'un bassin versant. Et que les possibilités d'irrigation étaient malheureusement limitées, et qu'ils voulaient faire de l'arbo, donc des abricots, de l'amande. Donc on a dû se demander comment faire. Et donc on a revu plus d'une 50aine d'hectares d'aménagement
avant de planter quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on a étudié la topographie, on a étudié les pentes, on a étudié la vitesse d'écoulement pour faire du coup sur ces 50 hectares une soixantaine d'aménagements. Donc ça inclut des fossés, ça inclut de mettre des caniveaux, de couper les routes avec les caniveaux pour laisser l'eau passer, de faire de nouveaux bassins de rétention. Et donc on peut estimer par rapport au volume de pluie annuel, par rapport à la texture et au niveau des pentes, le niveau d'écoulement, c'est-à-dire le niveau de perte qu'on a de cette eau. Et on a pu économiser jusqu'à 80% de l'eau de pluie. Donc c'est pour ça que c'est des aménagements importants. Là, on est plus dans le BTP que dans l'agriculture, mais c'est pourtant nécessaire, surtout dans des milieux qui sont compliqués, où c'est pas la Beauce, quoi. Et en Beauce, il y a des choses à faire en hydrologie. Donc voilà, ça c'est l'exemple que je pouvais vous partager. Mais il y a énormément de choses qui sont disponibles. Vraiment, allez voir, renseignez-vous là-dessus. L'hydrologie régénérative, c'est peut-être la nouvelle équation qui manquait à la régénération de l'écosystème. On parle beaucoup d'agroforesterie, on parle d'agrivoltaïsme aussi, la fertilité des sols évidemment, mais la place de l'eau, comme on la voyait, d'ailleurs, c'était plutôt de l'évacuer le plus vite possible. Il faut repenser cette manière de voir pour justement plutôt la ralentir. La ralentir et la stocker, tout à fait. Merci beaucoup, merci pour tous ces échanges passionnants. Je pense qu'aussi il y a quelque chose à rajouter d'important, c'est l'importance d'étudier un peu les besoins. Comme tu l'as dit, peut-être avec une étude topographique, compréhension de l'écoulement naturel de l'eau, mais aussi du coup, même par exemple au sein de Netafim, où de réfléchir un peu l'étude hydraulique, parce que l'eau dans des tuyaux, c'est pas juste de l'eau dans des tuyaux, mais c'est toute une réflexion justement de vitesse d'écoulement, de thermodynamique, des fluides. C'est des mots un peu compliqués, mais bon, c'est juste dire que c'est important de se poser la question de l'étude. Ce que disait Simon tout à l'heure, Simon Cordier, c'est de réfléchir à l'étude hydraulique des tuyaux. Donc vous l'aurez compris, l'irrigation, l'eau et l'avenir de l'agriculture est complexe, mais en tout cas c'est en croisant les regards, les expertises de tout un chacun qu'on arrivera sûrement à relever les défis tous ensemble. Je pense qu'on est plutôt dans les temps, Mélanie, donc je vous invite non pas à partir, mais à poser des petites questions et à participer. Je sais pas si je passe le micro. Allez, il y a plein de questions là-haut. On avait dit qu'il fallait des questions pour aller manger, donc j'espère qu'il y en aura. Hop. Non. Donc juste vous présenter, prénom, société, puis poser les questions. Bonjour, Jeanne Bonnet. Je suis en cours de création de société. Moi j'ai une question, donc surtout à Patricia et Louis, pour faire le lien en fait avec Milpa notamment, avec l'hydrologie régénérative et toutes les pratiques on va dire plus naturelles, de réaménagement des espaces agricoles. Est-ce qu'aujourd'hui vous, dans vos produits et dans votre manière de travailler avec les agriculteurs, vous en parlez, et est-ce que au-delà des fertilisants, est-ce que vous les poussez aussi à justement à changer leurs pratiques et à essayer de réaménager leurs exploitations agricoles pour déjà commencer par la base, à savoir capter l'eau, l'économiser au mieux, pardon. En plus évidemment du besoin de fertilisation et d'irrigation. C'est une bonne question. C'est moi qui dois répondre. Oui. Je vais te poser la question, après je répondrai aussi. Moi, de notre côté, nous, on va s'adapter aux agriculteurs. Notre système, il s'adapte à toute utilisation. Nous, on vend un véhicule. Après, l'agriculteur, il veut rouler à 200 km/h, il roule à 200, il veut rouler à 10. Voilà, on fait nos solutions, c'est sur des fermes macro-biologiques, avec ultra-intensifs, plutôt permaculture. Ça, on développe pas mal de solutions avec la société Cultive. On a un partenariat avec les sociétés aussi dans les amandes. Il y a beaucoup il y a GreenPod, Amandera qui sont sur l'agriculture régénérative aussi. Je sais pas si du coup ils utilisent des systèmes d'irrigation moins intensifs que d'autres, mais
on a besoin quand même d'assurer un rendement quand on a l'eau. Hein. L'irrigation, c'est le meilleur moyen, quand une plante a la soif, de lui donner à boire. Hein. Mais s'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas faire d'irrigation, donc il faut trouver d'autres solutions. Mais quand il y a de l'eau, ça reste quand même une bonne solution jusqu'à présent. Et donc nous, on s'adapte aux agriculteurs en fonction de leurs souhaits, de leurs appétences dans une façon de produire. Il y a plein de façons de produire des amandes, des olives, du maraîchage. Donc nous, on s'adapte plutôt c'est l'agriculteur qui va nous donner, on peut s'adapter à leurs besoins, quoi. Voilà. Oui, si je peux rajouter ce que dit Com, en fait, il n'y a pas de... c'est très complémentaire, le fait d'utiliser, on l'a compris, les engrais et l'irrigation, c'est pour produire, parce que la rentabilité, elle est évidente pour l'agriculteur. Mais il y a des cheminements qui sont hyper logiques. Moi, j'étais allé en Arménie, où ils irriguent encore par inondation. Donc, en fait, ils inondent toute la vigne pendant 24 heures, et la vigne, elle est payée dans l'eau. Donc là, on est sûr, ils ne savent même pas le volume d'eau qu'ils utilisent. C'est peut-être 20 000 mètres cubes à l'hectare, donc c'est énorme. Là, c'est évident qu'un système d'irrigation a tout son sens avant même de repenser quoi que ce soit en termes d'hydrologie. Mais ensuite, il faut se demander aussi quel genre d'agriculture veut-on. On parlait de l'amande aux États-Unis. Est-ce qu'on veut de l'amande cultivée sur des parkings avec, c'est quoi, ils sont à 16 000 mètres cubes d'eau là-bas, 150-200 unités d'azote. Bon, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à revoir et donc à repenser. C'est juste cet équilibre-là, une agriculture qui est peut-être plus vertueuse, régénératrice, elle va vers cette logique de précision, de peut-être aussi moins consommer tous les intrants qu'on veut amener, quoi. Après, c'est pas forcément les mêmes producteurs, hein. Tu parlais des amandiers, on est sur de la rentabilité à l'hectare et vite produire pour rentabiliser, parce que ça coûte cher en fait, hein. Les plants, toute la mise en place du goutte à goutte, tout coûte cher en fait. Donc il y a cet aspect économie rapidement pour le producteur. Et je pense que ce ne sont pas les mêmes producteurs en plus, hein, qui vont parler couverts végétaux, ou hydrologie régénérative. C'est pas du tout, je pense, la même typologie de producteurs. Et on en voit différents. Et après, nous, on va s'adapter, effectivement. Quelqu'un qui me dit, Patricia, je vais mettre des couverts végétaux, comment je fais pour que mon semis parte plus vite? Nous, on va être là, effectivement, pour l'aider pour que son semis parte vite, mais on ne partira pas, effectivement, sur de la fertilisation, clairement. Parce que son but, c'est de travailler son sol. Ce ne sont pas, pour moi, les mêmes typologies de producteurs. Mais je peux me tromper après, hein, dans ce que je rencontre. Mais pour moi, ce n'est pas les mêmes typologies. Ça reste toujours de la production, mais ce n'est pas le même type de production, en productivité. Je voulais juste rajouter un point par rapport à ça. Je pense que c'est important aussi de rappeler que l'agriculture est sûrement un des seuls métiers qui lie les trois piliers de notre société, à savoir social, économique et écologique. Et donc, c'est très complexe de lier ces trois piliers-là en même temps. Et donc, effectivement, il y a certaines personnes qui choisissent que le pilier économique, d'autres plus le social et d'autres l'écologique. Et donc, c'est un peu tout l'enjeu de l'agriculture de l'avenir, c'est réussir à réunir encore ces trois piliers de manière, on va dire, proportionnelle. Je crois qu'il y avait une question juste derrière.
Oui, bonjour, Thibaut Savoie, donc Carbon Farmers. Carbon Farmers engage des agriculteurs dans des projets de transition pour valoriser ces bonnes pratiques. Et donc vous avez abordé finalement en fin de cette table ronde un sujet qui était sensible et très important selon nous, selon Carbon Farmers, c'est la rentabilité de toutes ces solutions face d'une certaine manière à, au risque climatique important, enfin, l'adaptation pour les solutions de Netafim, de Milpa ou Timac Agro. Quelle est la rentabilité recherchée pour chacune de ces solutions et quelles sont les conditions de la rentabilité pour chacune de ces solutions? Ah ben, Mélissa. En tout cas, nous, avec justement les nouveaux modules qu'on a, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment pouvoir produire et avoir une super performance en production d'électricité, mais aussi avoir toujours gardé cette bonne production des cultures, étant donné que nos panneaux laissent passer la lumière. Donc forcément, on va avoir le meilleur rayonnement lumineux possible pour les plantes, avec justement ces convertisseurs de lumière qui vont permettre d'amener le spectre bleu vers ce que les plantes ont besoin pour pouvoir mieux pousser. Donc forcément, si vous êtes, comme je disais, en autoconsommation, là, vous pouvez être sûr que si vous alliez justement ce projet d'agri-PV au-dessus de vos cultures, que ce soit des vergers ou ce que vous décidez, vous allez pouvoir vraiment être, en tout cas, à charge d'électricité le plus bas possible, étant donné que vous serez en autoconsommation. Et que vous pouvez aussi rajouter ça, si vous avez des systèmes d'irrigation, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez pouvoir en fait aussi être en autoconsommation en fonction du système que vous avez, et aussi pour plein d'autres choses. Ça peut être aussi pour vos frigos, si vous avez aussi des systèmes d'emballage. Donc en tout cas, avec la solution de l'agrivoltaïsme, ça peut aussi vous permettre, en termes de rentabilité, d'avoir en retour quelque chose... un bon ROI. Tu veux passer en irrigation? Je passe après. Nous, sur nos systèmes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un système d'irrigation, qu'on l'utilise pas à son plein potentiel ou à son potentiel maximum, c'est le même coût hectare. Après, le coût d'utilisation du pompage, ça reste un peu marginal. Et il y a pas mal de recherches qui sont faites sur ce qu'on appelle l'irrigation déficitaire. C'est qu'on ne va pas forcément atteindre le potentiel de rendement le plus optimum, mais on va essayer de chercher la meilleure efficience. On va mettre moins d'eau, ça va permettre d'augmenter son ratio d'efficience. Mais économiquement parlant, c'est toujours démontré plus on va utiliser le système, plus on va fournir de l'eau à la plante, même si après le gain il reste un peu marginal. Après il y a des gains vraiment marginaux à la fin, mais généralement, il faut l'utiliser c'est plus rentable de l'utiliser jusqu'au bout, d'amener le maximum d'eau à sa plante en fonction de son besoin, pas trop grâce à des sondes, mais le système, c'est le même coût fixe. Après, le coût variable de l'eau, on disait que ça coûte cher l'eau, mais ça coûte pas cher en fait. L'eau. En France, c'est pas le coût du pompage, ça coûte rien. Et ça sera toujours valorisé derrière sur sa production. Alors après, derrière, on peut avoir des productions avec des labels, agri-biologiques qui permettent de compenser cette perte de rendement. Mais si on est sur une production classique avec des coûts des prix de vente standardisés, compétition mondiale, il vaut mieux utiliser au maximum l'eau. Hein. On parle des producteurs d'amandiers en Californie, ils gagnent mieux leur vie qu'un producteur d'amandiers en France en agriculture régénérative, hein, malheureusement. Bon. Voilà. Ça, mais bon, ils coffrent beaucoup d'argent et demain ils achètent des terres en Espagne quand ils ont vidé l'euro. Après, c'est pas ce que je défends, mais voilà, économiquement parlant, si on regarde que ça, ils s'en sortent très bien. Voilà. Et sur la question de rentabilité, c'est une réponse que je réserve à mon banquier d'ailleurs plutôt, mais là, en fait, on adapte cet investissement par rapport à la marge de sa production. Faire de l'huile, de noyaux d'abricot, on est sur du 800 € le litre. Faire des amandiers en Espagne, on est à 7 € du kilo. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que l'un et l'autre peuvent faire des choses. C'est pas parce que c'est pas rentable que il faut pas le faire. C'est juste ce qu'on expose, c'est surtout ne pas faire plus de chiffres, c'est faire moins de charges.
Donc, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur la fertilité du sol, il y a toujours des choses à faire, même si on a une rentabilité qui est faible ou très élevée. Alors, ça c'est très vaste au niveau de la fertilité globalement, ou les engrais globalement qu'on propose. Ce qui est sûr, c'est que ça, encore une fois, ça va dépendre du producteur qu'on aura en face de nous. Si le producteur me dit, Patricia, j'ai des soucis sur mes vendanges, je dois obtenir tel quota. Depuis des années, je n'arrive pas à obtenir mon quota pour être rentable. On va lui proposer des biostimulants qui vont lui améliorer son rendement. Ou s'il nous dit, j'ai des problèmes, mes grappes sont très pignées, ça ne bouge pas parce que voilà, il y a un stress hydrique qui apparaît. On va mettre des biostimulants pour allonger entre guillemets la grappe et pour permettre aux baies en fait de prendre leur potentiel maximum de croissance. Et en faisant ça, en fait, naturellement, la vigne, elle fait du rendement supplémentaire. On n'augmente pas le nombre de baies, hein. On prend juste, voilà, avec le biostimulant, on va améliorer en fait la croissance de la baie et donc du rendement complémentaire qui va permettre à l'agriculteur, effectivement, ou au viticulteur, de rentabiliser sa production. Avec le biostimulant intégré, bien sûr. Alors, on va parler de ROI. Donc, on va lui faire le calcul. Hein. Voilà, tu as gagné combien à l'hectare? 1, 2, 3 quintals, et ben voilà, quintaux, pardon, multiplié par le prix. Voilà, on va obtenir un prix et on va se rendre compte que le biostimulant, au final, coûtant peut-être un peu de temps d'euros, ben, au final, en faisant la soustraction, on arrive à rentabiliser effectivement l'apport du biostimulant. Ensuite, il y a des producteurs en viticulteur, eux, ce n'est pas le problème de rendement qu'ils vont avoir, c'est le problème de qualité. Ils vont nous dire qu'ils n'arrivent pas à la maturité technologique ou phénolique qu'ils ont envie. Donc pareil, on va positionner, pas forcément au niveau de la floraison, là, plus tard dans la saison, par rapport au stress que la plante va subir, des biostimulants à des stades, encore une fois, bien déterminés, pour aider la vigne, en fait, à aider. Alors, on a des biostimulants qui vont augmenter également la photosynthèse, hein, de plus de 15%. En augmentant la photosynthèse, on a du carbone, en fait, qui va être restitué au raisin, et donc moins de stress, au final, au raisin, qui va faire que, quand il va faire sa vendange, il va récolter, il va faire on fait une micro-vinification pour lui montrer que le produit a fonctionné, mais également dans ses cuves, hein, on va lui montrer, enfin, il voit d'ailleurs qu'on a une maturité, en fait, il a atteint la maturité qu'il désirait, phénolique. On augmente l'extraction des anthocyanes, par exemple sur les rouges, où on améliore les arômes ou le complexe aromatique des vins blancs. Voilà, ça c'est l'effet d'un biostimulant. Alors je ne sais pas si ça répond à votre question sur la rentabilité, hein, mais en arboriculture, par exemple sur Perpignan, hein, ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille avec des biostimulants foliaires avec une grosse coopérative, hein, Arbo, donc abricot et pêche nectarine, surtout pêche nectarine. Et ils en sont convaincus, hein, qu'aujourd'hui, le biostimulant est une aide complémentaire. En fait, s'ils ne le mettent pas, donc ils le mettent à petite dose avec leurs produits phytosanitaires à 2 litres hectare. Donc, ils vont passer à peu près 10 litres sur le cycle. Mais ça va aider la plante toujours à garder un système photosynthétique parce qu'on reste quand même sur de la feuille, hein. Donc, la feuille, c'est quand même l'organe qui va transpirer et qui va permettre aux nutriments et à l'engrais d'être véhiculés par la plante. Et l'anti-stress, effectivement, va permettre à la plante de continuer et garder surtout du calibre, parce qu'en fait, eux, ils vendent au calibre, et la qualité, bien sûr, derrière, hein, mais c'est en tout du calibre qu'ils recherchent, et également sur les oliviers. On a également de plus en plus de stress, hein, sur les oliveraies où il n'y a pas d'eau, en mettant du biostimulant. Alors la luc, pour ne pas la nommer, là, il n'y a pas d'eau. Les producteurs mettent des biostimulants de plus en plus, encore une fois, pour permettre à la plante de bien nourrir le fruit et garder du calibre, parce que la luc, ça se vend au calibre. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question à 100%. Il y a une chaise vide, ça aurait pu être un exploitant agricole. Hein. Ah oui, ben volontiers. Non, mais après, on peut parler avec vous. Après, il n'y a pas de problème. Hein. Au contraire, c'est l'objectif, de participer. Par rapport à la grande culture, pour répondre un peu, moi, je me place effectivement par rapport aux agriculteurs. Alors, je pense que l'eau, c'est quand même un coût. Alors, on est un peu... Mais par rapport à, il faut le mettre en relation... C'est relatif par rapport au produit qu'on dégage à l'hectare, évidemment. Moi, je connais des agriculteurs aujourd'hui qui arrêtent d'irriguer parce que c'est trop cher. Pourquoi ? Parce que le produit à l'hectare n'est plus au rendez-vous. Surtout, bon, alors, c'est peut-être un peu moins vrai en PACA, parce qu'en PACA, il y a une diversité de cultures, et donc des cultures à plus haute valeur ajoutée, qui peuvent permettre de rentabiliser l'irrigation. Mais sur la grande culture, et ça je vous rejoins, il y a des agriculteurs qui arrêtent d'irriguer parce que c'est trop cher. Les abonnements dans les réseaux d'irrigation, dans les ASA, si vous le ramenez à l'hectare, par exemple du maïs, moi je connais bien la vallée de Garonne, en maïs par exemple, alors on s'éloigne un peu de PACA, mais c'est pas grave, on est dans le sud. Il y a des agriculteurs qui arrêtent d'irriguer parce que la cotisation dans l'ASA est trop chère à l'hectare. Et quand vous payez 200 à 300 euros à l'hectare d'irrigation pour un produit de 1200 euros, plus je ne sais pas ce que vous gagnez, quoi. Donc ils arrêtent. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc du coup, en Occitanie,
Alors ici, un peu moins, mais surtout en Occitanie, on a une déprise agricole énorme. Donc on se pose vraiment des questions. Effectivement, les producteurs de semences qui ont beaucoup plus de produits à l'hectare, eux, ils irriguent. Et ils ne sont pas contents quand ils n'ont pas l'eau. Donc voilà, il faut remettre en fait par rapport, il faut remettre le gradient des productions et les valeurs ajoutées à l'hectare qui vont nous permettre de rentabiliser ou pas rentabiliser l'eau. Après, j'ai une autre, là récemment il est paru l'étude Shift Project, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a quand même, les agriculteurs, ils veulent se lancer. Moi, c'est un chiffre qui me surprend, enfin qui ne m'a pas surpris, mais je trouve ça plutôt encourageant. 85% des agriculteurs veulent se lancer dans les pratiques agroécologiques aujourd'hui. Moi, je pensais que les agriculteurs voyaient ça comme un frein, comme une entrave, mais non. Il n'y en a que 7% qui ne veulent pas y aller. Par contre, les 85% veulent y aller, à condition qu'on les accompagne dans le changement, dans le passage à l'agroécologie économiquement. Voilà, et qu'ils aient un peu d'aide, parce que sinon, effectivement, je vous rejoins, s'il n'y a pas de rentabilité, on n'ira pas. Donc on est à la croisée des chemins. Alors, il faudra certainement y aller. Donc nous, aujourd'hui, effectivement, sur Arteris, on met le pas, on travaille là-dessus. On est en train de travailler, on s'en rejoint, puisqu'on est en train de mettre en place un démonstrateur en agri-PV, justement, avec de l'irrigation pour voir comment les grandes cultures, parce qu'on nous dit faites de l'agri-PV en grande culture, mais est-ce que l'agriculture, est-ce que les céréales elles vont produire là-dessous? On ne sait pas aujourd'hui. Parce que des démonstrateurs avec des trackers, j'en connais pas beaucoup. Donc c'est ce qu'on va mettre aujourd'hui en place. Et parce que en fait, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse les agriculteurs, c'est de produire du rendement et d'être compétitif. Voilà, c'est tout. Moi, ce que je pouvais dire pour ajouter. J'essaie de faire le rôle de l'agriculteur à côté. Voilà. On va pouvoir continuer à parler. Je coupe un peu parce que là, il va y avoir encore une petite dernière question s'il y en a. Alors, je sais qu'il y a des personnes là qui sont justement en reconversion, qui s'intéressent à devenir agriculteurs. Est-ce que vous avez des questions justement à parler, à demander à ces experts? Je pousse un peu, mais il faut des questions aussi. Est-ce qu'il y en a qui se lancent? Oui. Oui, alors nous on est en BPREA, donc en formation de reconversion ici au lycée agricole de Serres. Donc on a plus ou moins on a des projets de reprise ou de création d'entreprises agricoles. Et je vois beaucoup de start-up ou d'entreprises qui veulent financer, je pense que monsieur vous faites ça, qui veulent financer la transition écologique en fait, je crois, c'est ça. Mais je comprends pas le modèle économique. Et dans quelle mesure, nous, on peut s'inscrire dans ce type de transition... Enfin, comment ce type d'entreprise peut nous aider à partir dans cette direction de monter des entreprises agricoles tout en vraiment en travaillant la transition écologique, quoi. Oui. Oui, non, mais c'est une très bonne question. Et... en fait, il y a un moyen très simple de démarrer sur cette transition avec ce type d'entreprises qui sont souvent des foncières. En fait, ce sont des foncières à impact, donc ils cherchent à acheter du terrain agricole et à le valoriser sur le très long terme avec le fermage. Donc, et moi j'en suis l'exemple, je vais parler de mon histoire parce que je suis double actif et je suis installé en tant que JA dans le Gard, à côté d'Alès, à Saint-Jean-Cassagnès. Et donc, on peut s'installer en tant qu'agriculteur sans acheter les terres, déjà, parce qu'on peut le faire avec une foncière. Et cette foncière à impact va proposer, en général, un bail rural à clause environnementale. Donc, c'est-à-dire que les pratiques du nouvel exploitant doivent aller dans le sens de l'agroécologie. Donc c'est pour ça que c'est tout à fait, enfin c'est comme ça, je trouve que cet exemple, que les gens qui s'installent peuvent s'inscrire dans cette démarche de transition auprès de ces foncières-là. Et donc c'est un modèle qui permet à des gens non issus du milieu agricole d'accéder à la terre, parce que souvent c'est beau, permettre de racheter la terre au bout de 5 à 7 ans. Donc ça aide à l'installation sous condition d'aller effectivement sur des pratiques bio-régénératrices. Okay. Tu peux être locataire, clairement, c'est locataire des terres. Tu as un accompagnement conseil, maître d'œuvre en fait, pour le chef d'entreprise, agriculteur mais qui est chef d'entreprise. Et après, demain, il peut racheter les terres aussi. Et ça fonctionne.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc Milpa accompagne sur ce genre de montage où il y a une construction d'une nouvelle exploitation, où il y a la foncière qui joue ce rôle-là. Ouais. Et donc ça permet d'être accompagné dans son installation et de ne pas être seul face aux banques, de ne pas être seul face à des décisions très opérationnelles de quoi semer, quand semer. Et effectivement, voilà, d'être entouré, et c'est une voie d'avenir qui est intéressante. Merci pour votre réponse. Donc, je vois l'opportunité. Le risque, entre guillemets, c'est que nous, en tant que jeunes agriculteurs, on va être finalement presque salariés d'une grosse structure, quoi, d'une foncière qui potentiellement est soumise au mode écologique du moment. Et voilà, dans quelle mesure on a des garanties pour pouvoir récupérer notre exploitation, et quelle est la vraie indépendance des gens qui sont aidés par une foncière, quoi. Oui, déjà il y a donc dans la nouvelle exploitation il y a un associé en général, donc il y a un pacte d'associés qui explique toutes ces conditions de rachat, donc c'est très clair dès le départ. Et le JA est président de la société d'exploitation, donc il est en capacité de faire ses propres choix. Donc il y a une forme de salariat, mais il y a aussi une forme de bénéfice, parce qu'il y a une répartition des dividendes à la fin de la récolte. Ça, c'est une question de choix, ce modèle-là. Et moi, je dis souvent, est-ce qu'on demande aux routiers d'être propriétaires de la route? Non. Donc est-ce qu'acheter des terres, dans l'immédiat, c'est nécessaire? Pas forcément. Est-ce qu'on doit assumer le risque tout seul? Peut-être qu'un salaire au début, avec des décisions qui sont prises, qui sont partagées dans un cadre, c'est peut-être bien aussi. En tout cas, ça rassure les banques. Donc je pense qu'il y a une fois de plus, pour ceux qui sont non issus de ce milieu-là, qui n'ont pas accès aux terres, c'est un modèle qui est, je vois pas, contraignant, et qui est plutôt entrepreneurial d'ailleurs. Merci. On va continuer et on aura plein d'autres questions suite à ces tables rondes. Donc merci déjà à tous les intervenants d'avoir pu participer. Je vais laisser la main à Thierry. Là, on termine sur la dernière partie de la matinée. Juste remercier tous les intervenants, et si vous peut-être les